Cette vidéo est la suite de notre affaire sur le scandale Abercrombie. Si vous n'avez pas vu la première partie sur la chaîne YouCrime, je vous invite à le faire. Voici un rapide résumé. À la tête de la marque Abercrombie se trouve Mike Jeffries, un personnage haut en couleur et ô combien controversé. Dans l'ombre, son amant Matthew Smith lui souffle des idées quant au développement marketing et à la direction artistique de la marque. Et après des années de scandales, de procès et de bad buzz, c'est une journaliste d'investigation, Rhianna Croxford, qui décide de mettre son nez dans ces sales affaires. Et ce qu'elle va découvrir va dépasser l'entendement. Nous étions arrêtés au moment où Rhianna a reçu un email mystérieux comprenant tout un tas de documents datant de 2011. Dedans, elle découvre une liste avec des tonnes de noms d'employés, les hôtels préférés du couple, Jeffries et Smith, des trajets d'avion, des adresses où le couple a organisé des réunions, etc. Dans la foulée, la jeune femme reçoit un SMS énigmatique disant « Je vais vous expliquer en personne ce qui se passe et vous comprendrez. Je ne veux pas l'écrire. » Cet informateur est resté anonyme et Rhianna l'a surnommé Alex. Alex explique que Jim était les yeux et les oreilles du couple. Pour rappel, Jim, c'est le recruteur du couple, celui qui choisit les jeunes hommes qui vont participer à leur petite soirée dévergondée, si vous voyez ce que je veux dire. Il parcourt sans relâche les petites villes américaines à travers le pays. Il doit en permanence être sur le qui-vive, toujours avoir des garçons sous la main, tester la marchandise bien évidemment. C'est une sorte de fonctionnement gagnant-gagnant. Son mode opératoire est simple, il appâte les jeunes recrues, de préférence sortant tout juste du lycée, avec des voyages, de l'argent, leur faisant miroiter des opportunités de travail incroyables chez Abercrombie. Alex, donc, raconte son histoire. Il y a 10 ans, il a commencé en tant que vendeur torse nu, payé à 50 $ de l'heure. Du jamais vu pour ce petit gars de la campagne. C'était exceptionnellement bien payé pour rester là, à faire des photos avec la clientèle. Mais ça l'a vite ennuyé, il avait l'impression d'être un steak. Puis, l'ami d'un de ses collègues avec qui il s'entendait bien lui a dit qu'il pouvait gagner des milliers de dollars juste en voyageant avec les gars d'Abercrombie dans le monde entier. Alex lui a demandé « Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est partir avec eux ?» Ce à quoi il a répondu « En quelque sorte. » Il lui a dit que lui, il gagnait par exemple 2500 $ juste pour se faire des suçons. N'étant pas gay lui-même, comme Alex, il lui a dit qu'il avait juste à se saouler un peu, imaginer que c'était là une fille et que c'était réglé. Mais il a dit que le mieux était quand même de, je cite, « être ouvert à tout ce qui était au menu ». Il lui a dit qu'un voyage à Marrakech se préparait et qu'il avait juste à danser en sous-vêtements. Alex, qui avait des difficultés à payer son loyer, s'est laissé tenter. Cet ami d'amis l'a alors mis en contact avec Jim. Alex s'est dit « Des milliers de dollars pour une danse, c'est vraiment facile ». Mais il n'était pas si naïf, il se doutait bien que de simples danses pour des milliers de dollars, c'était peu probable. Mais bon, à la guerre comme à la guerre, appâté par l'argent, il a pris rendez-vous avec Jim. Il a passé la fameuse audition, il a dansé pour Jim, et ce dernier a validé la danse. Alex s'est dit « Cool, je vais à Marrakech ». Sauf que non, Jim lui a dit « Attends mon petit, avant toute chose, tu dois me faire un petit plaisir, si tu vois ce que je veux dire ». Pour se justifier, Jim lui a dit « Je dois voir si tu es à l'aise avec ça. Parce que si tu n'es pas bon et que je t'envoie là-bas et que tu dis que tu ne veux pas le faire, je vais avoir des ennuis. » Alex a refusé, il a pris les 300 $ de Jim pour la danse et est parti. Sauf qu'en partant, il a pensé à sa famille, à leurs difficultés financières. Et c'est en larmes qu'il a fait demi-tour. Bon, il savait qu'il n'allait pas aimer ça, mais gagner 5000 $ de manière récurrente, sans compter les promesses de mannequinat, encore une fois, à la guerre comme à la guerre. Jim l'a guidé dans l'exécution de vous savez quoi, il lui a donné 200 $ de plus. Alex est parti illico s'acheter une brosse à dents. Arrivé sous le soleil de Marrakech, il apprendra plus tard qu'il n'a pas été le seul à avoir été invité. Il y en avait d'autres comme lui, disséminés dans divers hôtels du coin pour ne pas attirer l'attention des autorités marocaines. Et vous savez maintenant comment ça se passe. Rasage total, vêtements Abercrombie sur le dos, et hop, au casse-pipe. Un chauffeur est venu le chercher à son hôtel. Il a fait plusieurs escales dans différents hôtels pour chercher d'autres jeunes hommes. Il y avait au final entre 15 et 20 hommes, tous habillés de la même façon, comme s'ils sortaient tout droit d'une publicité Abercrombie. Pas vraiment discret à Marrakech. Et puis ils ont été conduits à la Mamounia, un hôtel du centre de Marrakech. Et oh surprise, en arrivant sur les lieux, ils sont tombés sur des gardes armés d'impressionnants AK-47 qui surveillaient la porte principale. Immédiatement, Alex est prié de signer un accord de confidentialité.
Son passeport et son téléphone lui sont confisqués. Le groupe est ensuite emmené dans une villa privée située dans le parc de l'hôtel, et là, les jeunes sont invités à boire du champagne et encouragés à prendre du Viagra. Alex raconte qu'il est resté là des heures. Les garçons ont été appelés un à un. Il ne restait plus que lui et un autre lorsqu'il a été appelé et conduit dans la vaste suite de Jeffries et Smith. En pénétrant dans les lieux, la scène lui a fait penser au film Eyes Wide Shut. La cour était bordée de palmiers, la piscine carrelée d'or. Il y avait des hommes habillés de costumes élaborés qui posaient comme des statues, tandis que d'autres barbotaient nus dans l'eau. À sa grande surprise, Smith et Jeffries n'étaient pas seuls. Ils avaient invité des amis. Lorsqu'il a enfin été conduit devant Jeffries, il a dansé, mais Jeffries l'a rapidement arrêté et s'est mis à le caresser. Puis il l'a attrapé par la tête et a essayé de l'embrasser. Alex a dit, je cite, « J'essayais de décaler ma tête en arrière, mais il ouvrait grand sa bouche comme une baleine et il essayait de me manger le visage. J'essayais, sans l'offenser, de retirer ma tête. J'étais extrêmement mal à l'aise. » Il est ensuite conduit sur un canapé où d'autres hommes l'ont rejoint, des amis de Jeffries. Il a eu peur de rester seul avec eux toute la nuit, mais ils ont été distraits par un autre gars qui passait. Alex a alors saisi sa chance et est parti se cacher dans une chambre où il s'est endormi. Mais il est réveillé par une douleur et surtout par un homme au-dessus de lui qui s'est enfui dès qu'il s'est rendu compte qu'Alex venait de se réveiller. Alex, lui, encore pâteux, sent quelque chose de coincé dans son derrière. C'est un préservatif. Il comprend qu'il a dû être violé dans son sommeil, probablement réveillé par la douleur, et que le préservatif était simplement resté à l'intérieur quand l'homme s'est retiré. De là, Alex a eu peur. Peur de faire une esclandre à cause du contrat de confidentialité et aussi parce que les relations entre hommes étaient interdites au Maroc. Donc, peur aussi d'être conduit en prison. Et puis, comment s'enfuir avec tous ces gardes armés, sans compter qu'il n'avait ni son passeport ni son téléphone et qu'il n'avait pas non plus reçu son billet retour. Il était comme tous les autres, coincé. Il refuse de s'endormir à nouveau, de peur qu'il ne soit agressé encore une fois. Il raconte à Rihanna qu'il ne sait toujours pas pourquoi il était si fatigué ce soir-là, alors que d'habitude, il tient bien l'alcool. Il se dit que quelque chose a peut-être été glissé dans sa coupe de champagne. Mais son calvaire n'était pas fini, car l'événement a duré plusieurs jours. Alors, Alex est resté sur le qui-vive tout du long, s'est fait tout petit, avant d'enfin pouvoir rentrer chez lui à New York. Jim n'a pas tardé à le contacter. Et bien que réticent au début, Alex a été convaincu de retourner aux soirées, lui promettant que ce serait plus facile et moins chaotique. Avec le recul, il dit à Rihanna, « Vous savez, avec cet argent, je pouvais régler certains problèmes. Et puis quand on est jeune, quand on essaie de faire carrière dans le mannequinat et tout ça, je me suis juste dit, essaye encore une fois. » Alors Alex a participé à d'autres événements pour lesquels il a touché entre 2000 et 3000 $. Cependant, il avait compris que s'il restait en retrait, il pouvait éviter les rapports un peu trop charnels. Ça a marché, jusqu'à ce fameux jour où Jeffries a exigé de lui qu'il ait des relations avec un autre jeune homme. C'était la demande de trop. 6 mois après Marrakech, et après cette dernière expérience forcée, Alex décide d'arrêter les soirées. Il s'est alors plongé dans l'alcool pour oublier. Il a essayé de continuer le mannequinat, mais son état psychologique empirait, et son état physique aussi, car il avait sans arrêt des éruptions cutanées. Et c'est 6 ans après, puisque son état ne faisait qu'empirer, qu'il a décidé de consulter un médecin. Et c'est là qu'il a découvert qu'il avait contracté le VIH. Alex n'a jamais su quand ni comment il est tombé malade. Mais forcément, il n'a pas pu s'empêcher de penser à cette période de sa vie, même si une seule chose est sûre, c'est que lui a toujours utilisé un préservatif. Donc à ce stade, et grâce au témoignage de David, Barrett et Alex, Rihanna a pu découvrir l'existence d'un trafic à l'échelle internationale. Une machine bien huilée, avec Jeffries à la tête de cette pyramide. Mais au-delà de Smith et Jim, qui sont les autres? Après tout, Alex a parlé de la présence d'amis aux événements. Alors Rihanna enquête. Elle contacte les gens encore et encore. Puis finalement, elle entre en contact avec un recruteur, qu'on appellera Max. Son travail, trouver et recommander de jeunes hommes pour les événements. Il lui explique qu'il fait ça depuis 12 ans. Avant, il travaillait dans l'industrie des films olé olé, et c'est une des stars du milieu qui l'a mis en contact avec Jim. Il a dû lui-même passer le fameux casting avec Jim qu'il pensait être un agent lambda. À cette époque, il ne savait pas vraiment pour quel boulot était l'entretien, on lui avait juste dit qu'il serait bien payé. Mais comme il était maigre et trop vieux, il n'a jamais été invité aux événements. Il n'a même jamais rencontré Jeffries ou Smith. En fait, c'était ses contacts qui intéressaient les gars d'Abercrombie. Alors Jim lui a proposé de recruter de jeunes hommes. Il devait lui envoyer leurs photos, noms et numéros, et il touchait $1000 par recrue approuvée.
Alors Max a commencé à faire des propositions aux hommes de son entourage qui travaillaient avec lui et qui étaient intéressés par l'escortisme. C'était selon lui très organisé, c'était comme s'il devait passer par les RH avant de signer la paperasse. Et au début, même en étant recruteur, il ne savait pas vraiment en quoi consistaient les boulots, ce qui est quand même irresponsable quand on y pense. Mais bon. Il raconte que ce sont des amis qui lui ont plus tard expliqué en quoi ça consistait. Mais même après avoir été mis au courant, il pensait que les relations étaient optionnelles, en fonction du bon vouloir de la recrue, finalement. Alors pour lui, quand il disait à ses recrues « Vous y allez, sans aucune obligation de faire quoi que ce soit, et si vous êtes assez à l'aise pour aller plus loin, eh bien libre à vous », il était sincère. Avant de terminer son entrevue avec Rihanna, Max lui transmet les coordonnées d'un ancien employé de maison de Jeffries, et son nom figurait justement sur les documents qu'elle avait reçus par mail. D'après lui, il a longtemps été l'un des assistants les plus proches de Jeffries. On l'appellera Nathan. Il a expliqué qu'il a adoré travailler pour Jeffries. Il dit avoir travaillé de 2005 à 2011 en tant que domestique de maison régulier. Mais rien ne le prédestinait à ce job. À l'origine, il était mannequin et avait pour ambition de devenir mannequin chez Abercrombie. Pour ce faire, il avait eu l'idée de postuler en tant que vendeur. Il s'était dit que c'était là un bon moyen pour être repéré. Il a donc travaillé en tant que vendeur, puis en 2005, il a reçu une opportunité de travail du Jeffries Family Office. Il était chargé d'accueillir Jeffries et Smith, faire leurs valises, leur préparer à manger, préparer leur lit pour le coucher, etc. Il a même voyagé avec eux, à Londres et dans le sud de la France aussi. Il était également l'un des domestiques qui participaient aux événements. Il devait proposer des jouets et autres accessoires aux recrues et était payé très cher pour ça. Lui aussi affirme qu'il pensait que ces jeunes hommes étaient volontaires. Il confirme aussi qu'aucun test médical n'était pratiqué au motif que, je cite, « ils avaient tous l'air en bonne santé et que lors des soirées, les protections n'étaient même pas obligatoires. Loin de là même. » À part ça, Nathan était chargé de ne rien laisser filtrer. Il devait veiller à ce qu'aucune recrue ne puisse filmer quoi que ce soit et surtout, il devait les surveiller. Selon lui, c'est Smith qui gérait les paiements. Ce dernier remettait aux domestiques des enveloppes contenant entre 500 et 1500 $ qu'il devait ensuite remettre aux recrues à la fin des soirées. Selon lui, il n'y avait aucune raison de penser que ces jeunes hommes étaient là contre leur gré. Selon lui, ils étaient bien traités et grassement payés. En gros, de quoi ils se plaignent ? Toujours selon Nathan, l'organisation était savamment pensée. Jim faisait une présélection et c'est Smith qui choisissait finalement ceux qui étaient autorisés à venir, ce qui a fait penser à Nathan que c'était lui, la tête pensante de toute cette structure. Une fois l'entrevue terminée, Nathan et Rihanna prévoient de se revoir. Mais finalement, Nathan fait marche arrière. Il envoie un dernier mail à la jeune femme disant, je cite, « Ce n'est pas quelque chose dont je suis fière, mais j'ai toujours été super avec ces gars. J'ai pris soin d'eux, je les ai bien traités. Maintenant, il est vrai qu'avec certains, j'ai eu des discussions qui m'ont laissé penser qu'ils n'étaient pas très à l'aise avec tout ça. » À ce stade, il était temps pour Rihanna d'aller à la rencontre du fameux Jim. Grâce à ce mail anonyme, elle avait sa vraie identité. James Thor Jacobson. Et c'est grâce à une amie journaliste qu'elle a pu le localiser. Jim vit dans le Wisconsin. Ni une ni deux, Rihanna se rend chez lui. Elle frappe à la porte, il lui ouvre, lui demande qui elle est et ce qu'elle veut. Rihanna lui répond, et contrairement à ce qu'elle pensait, à savoir qu'il lui fermerait la porte au nez, il tombe des nues et explique qu'il n'a aucune idée de l'enquête qu'elle était en train de mener depuis maintenant plus d'1 an. Et en apprenant ça, Jim s'effondre. Il est là, sur son perron, la tête entre ses mains. Il la supplie de ne pas le nommer dans son enquête, en échange de quoi il est disposé à tout lui dire. Mais vu le rôle central qu'il a occupé, Rihanna lui rétorque que c'est impossible de ne pas le nommer, que la seule chose qu'elle peut lui proposer à ce stade, c'est de raconter sa version des faits. Jim lui a demandé un temps de réflexion et lui a finalement donné rendez-vous 1 heure plus tard dans un café du coin. Jim ne revient pas sur sa rencontre avec Jeffries et Smith. Il confirme seulement qu'avant, il travaillait dans le milieu du divertissement à Broadway. Il explique ne plus avoir de contact avec Jeffries et Smith depuis 2015. Il dit, je cite, « Je suis un homme plutôt honorable. Je ne veux pas que ma vie soit brisée. Personne ne s'est lancé là-dedans sans savoir ce qui l'attendait. Personne. Il savait qu'il n'allait pas participer à un goûter. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a eu aucun leurre et aucune coercition. » Il affirme qu'il ne savait pas grand-chose lui-même quant à l'organisation de ces soirées et que les gens pouvaient partir à tout moment. Il déclare ne pas se souvenir d'avoir fait des promesses d'opportunités de mannequinat et que toutes les rencontres qu'il avait eues étaient entièrement consensuelles. Ceci dit, il précise, je cite, « J'ai eu de nombreuses expériences dans ma vie, certaines que je ne répéterai pas et d'autres que je referai sans hésiter. » Et l'entretien s'est terminé là.
Il était prévu qu'il se revoie avec Rihanna, mais lui aussi s'est finalement ravisé. Il la contacte cependant quelques temps plus tard, mais cette fois par l'intermédiaire d'un avocat. Il nie avoir eu recours à un comportement coercitif, trompeur ou violent et déclare qu'il n'avait pas non plus connaissance de ce type de comportement de la part d'autres personnes. Avec toutes ces preuves et tous ces témoignages, Rihanna a assez de contenu pour s'atteler à l'écriture de son podcast. Nous sommes en octobre 2023. Jeffries a 79 ans. Officiellement, c'est lui qui a démissionné d'Abercrombie en décembre 2014, après 22 ans passés au sein de l'entreprise. Mais officieusement, il a été poussé vers la sortie à cause des différents scandales, mais aussi et surtout à cause de ses propos qui ont refait surface mi-2013 par le biais de Christy Alley dans le Ellen DeGeneres Show. En somme, il était devenu gênant. Les propos immondes qu'il a tenus 7 ans auparavant ont révulsé les millennials. Les ventes et le cours des actions AEF étaient alors en chute libre. Par conséquent, pour limiter la casse et stopper le boycott qui devenait de plus en plus important, les actionnaires se sont ligués contre lui et il a dû plier pagage. D'anciens employés ont témoigné que son départ avait été très soudain. Il était apparemment en croisière pendant les vacances de Noël avec Smith. Mais en fait, en interne, son comportement inquiétait les actionnaires depuis longtemps. Disons que le bad buzz a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Il s'avère que l'un des actionnaires, en l'occurrence un fonds de pension privé de la police, était depuis un moment en train de mener une enquête en interne. Les gestionnaires de ce fonds de pension, en plus d'être mécontents des performances de Jeffries et du coût exorbitant de son salaire, s'inquiétaient de ses dépenses faramineuses. Frais d'hôtel, de voyages en avion, en hélicoptère et j'en passe. Ils ont aussi remis en question le rôle officieux de Smith. Ils se sont demandé pourquoi il participait à plus de 95% des voyages d'affaires alors qu'il n'était même pas employé par la société. Ils ont également découvert l'existence de pots de vin que Jeffries versait à des personnes embauchées par des agences travaillant pour la société. Pots de vin versés pendant des années et financés par AEF à l'insu de ses actionnaires. On sait qu'une partie de cet argent a été utilisée pour faire taire des gens, mais le détail de ces versements, le pourquoi du comment, n'a jamais été révélé. Les dirigeants du fonds de pension de la police, voyant que de l'argent leur revenant avait été détourné, ont alors entamé des poursuites judiciaires à l'encontre de Jeffries. Encore une fois, l'affaire s'est réglée à l'amiable après le versement d'indemnisation. Quoi qu'il en soit, Jeffries a finalement été jeté dehors, et pour éviter le scandale, son éviction a été maquillée en départ volontaire. Mais avant de partir, Jeffries n'a pas oublié de négocier des indemnités de départ. En plus de sa retraite, il a touché plus de 25 millions de dollars. Pas folle la guêpe. L'accord prévoit même qu'il toucherait 1 million de dollars supplémentaires par an. Au moment de boucler son enquête, Rihanna s'est demandé si les cadres supérieurs d'ANF étaient au courant de l'existence du trafic sexuel qu'il avait mis en place avec Smith. Ils ont peut-être fermé les yeux, vu que Jeffries leur rapportait énormément d'argent. Mais Rihanna est arrivée à la conclusion que non. Elle n'a trouvé aucune preuve allant dans ce sens. Finalement, l'enquête de la journaliste est publiée sous forme de podcast accompagnée d'un documentaire coup de poing diffusé sur la BBC. Ce documentaire a fait l'effet d'une bombe. La direction d'Abercrombie, au travers de son nouveau président, Fran Horowitz, a exprimé tout son dégoût et sa consternation. Quelques semaines après que l'affaire ait été dévoilée au grand jour, David Bradbury et Barrett Poole ont chacun de leur côté mandaté un avocat. Le FBI a commencé à enquêter dans le plus grand secret. Et n'allez surtout pas croire que l'affaire en est restée là. Non, vous imaginez bien, les langues se sont déliées et de nouveaux protagonistes se sont alors manifestés. Rihanna a alors poursuivi son enquête et l'un des premiers à l'avoir contacté est un certain Diego Guillen, un agent immobilier âgé de 42 ans. Et son nom figurait bien dans la liste de noms que l'informateur anonyme avait envoyé par mail à Rihanna. Elle n'a donc eu aucun doute quant à son implication dans cette affaire. Voici son histoire. En 2011, après avoir quitté la faculté de droit, il a été repéré dans la rue par Jim. C'était à Manhattan. Jim l'a accosté. Diego déclare, je cite, « Il est venu vers moi et m'a dit « Salut, comment ça va ?» Et il m'a demandé d'où je venais, ce que je faisais. Et puis il m'a dit qu'il travaillait pour de riches hommes d'affaires qui seraient très intéressés à l'idée de me rencontrer. Il a dit « Écoute, il n'y a rien d'illégal. Ils sont très généreux, tu n'auras qu'à les rencontrer et tu seras libre de faire ce que tu voudras avec eux. C'est toi qui décides si tu désires ou non avoir des relations intimes avec eux. » Et Diego a hésité. Il n'a jamais rien fait de tel auparavant. À cette époque, il venait de lâcher ses études, était endetté à cause de son prêt étudiant et était logé par un ami. Il dormait dans son bureau la nuit, il devait libérer les lieux très tôt et prenait des douches à la salle de sport. C'est ce qui l'a poussé à participer aux fameuses soirées. Et selon lui, tout était clair, et jamais il n'a été contraint de faire quoi que ce soit.
Et si les autres disent l'inverse, c'est qu'ils mentent. Il explique s'être fait énormément d'argent grâce à ses soirées et que grâce à d'astucieux investissements, il est devenu millionnaire. Et ça, dit-il, il le doit à Jeffries et Smith. Il raconte sa première entrevue. C'était un samedi. Il a été conduit dans une belle maison dans les Hamptons où il a rencontré le couple au cours d'un déjeuner. Et rien que pour ça, il a reçu 2500 $. Il n'y a eu aucune relation intime, l'échange avait été agréable et respectueux. Et c'est plus tard qu'il a assisté à la première fête. Il dit, je cite, « J'ai aimé ces événements, tout était fantastique, nous étions 4 invités, je suis un homme gay, qui n'aimerait pas aller dans de beaux endroits avec 3 autres beaux garçons ?» Et lorsque les 3 ont été conduits à Jeffries et Smith, donc Michael et Matthew, ils ont été excellemment bien traités. Michael et Matthew sont des homosexuels très en vue. Ils avaient une relation ouverte et aimaient avoir des relations avec des hommes jeunes et beaux. Et comme ils étaient plus âgés, ils savaient que la seule et unique façon d'y parvenir, c'était d'être généreux avec les garçons. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais avec un consentement total et en s'assurant que les garçons voulaient bien. Selon Diego, Jeffries et Smith étaient gentils et généreux. Ils s'intéressaient vraiment à leurs invités. Je me souviens qu'il y avait des garçons là-bas qui voulaient devenir acteurs à Hollywood. Et ils répondaient « Tu sais quoi, j'ai quelqu'un que je peux te présenter. » Voilà qui était Michael Jeffries. Puis il a en quelque sorte évolué. Jim lui a fait une proposition d'emploi qu'il décrit comme unique. Chaque samedi, avant un événement, il devait téléphoner aux jeunes hommes pour s'assurer qu'ils étaient réveillés et toujours partants. Diego a fait ça pendant 7 mois, chaque samedi, et il était payé 500 $. Il précise aussi qu'il a recommandé à plusieurs de ses amis de rencontrer Jeffries et Smith. Diego se dit prêt à témoigner en faveur du couple et de Jim au besoin, et qu'en aucun cas on ne l'a payé pour les défendre. Selon lui, ils n'ont pas hésité à lui tendre la main quand il en avait besoin, alors si ça doit être à son tour de les aider, il n'hésitera pas à le faire. Après avoir recueilli le témoignage de Diego, Rihanna apprend que plusieurs poursuites judiciaires ont été lancées contre Jeffries, Smith et Jim par plusieurs victimes dans le cadre d'un recours collectif. Des John Doe, mais également David et Barrett, tant au civil qu'au pénal. Et c'est sans compter l'enquête du FBI en cours. Rihanna continue de mettre à jour ses podcasts au fur et à mesure que son enquête avance. Elle explique qu'elle a reçu un nombre incroyable de témoignages. Parfois, ils pouvaient paraître anodins, mais ils ont aidé la jeune femme à se faire une meilleure idée des choses. Parlons du cas de Derek Henderson. Il a 73 ans, c'est un rédacteur en chef à la retraite. Il a travaillé pour l'une des plus grandes agences de presse du Royaume-Uni. À l'été 2013, il est parti en croisière avec sa femme Claire. Ils ont embarqué à bord du luxueux Queen Mary II, un paquebot gigantesque qui partait du sud de l'Angleterre pour traverser l'Atlantique jusqu'à New York. C'était à l'occasion du 60e anniversaire de Claire. Il y avait plusieurs personnalités à bord. Et un soir, alors que le couple dînait dans l'un des restaurants les plus sélects du bateau, ils ont aperçu, assis à la table d'à côté, Jeffries, accompagné d'un autre homme. Derek a déclaré « Je me souviens de la première fois où il s'est levé. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un puisse être aussi botoxé. Je n'avais jamais vu ça auparavant. Et je me suis dit, bon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il a fait à son visage ? » Il se souvient que 5 ou 6 jeunes hommes l'ont rejoint à sa table. Ils étaient âgés de 20 à 30 ans. Claire et lui ont pensé qu'il passait probablement un entretien d'embauche pour des missions de mannequinat pour Abercrombie & Fitch, mais rétrospectivement, il pense qu'ils étaient là pour d'autres raisons. Et il a vu juste. Puisque devinez quoi ? L'un de ces jeunes hommes, à la suite du reportage sur la BBC, a contacté Rihanna. Et c'est un certain Keith Mielke. En 2013, il était âgé de 21 ans et il était mannequin à l'époque. Il a travaillé pour de grandes marques telles que Versace. Pour rappel, à cette époque, Jeffries dépensait sans compter l'argent de la société pour financer ses voyages exorbitants et il faisait déjà l'objet d'une enquête discrète, alors menée par les responsables du fonds de pension de la police. À ce moment, Jeffries ne le sait pas encore, mais cette même année, il sera poussé à la démission. Et comme chaque année en septembre, après sa visite avec Smith à la boutique londonienne, il rentrait aux États-Unis à bord du Queen Mary II. Donc, on peut imaginer que ce qui s'est passé cette année-là devait avoir lieu chaque année, puisque le couple voyageait chaque année, à cette même date, à bord du même paquebot. Keith déclare qu'il a été invité par Jeffries et Smith à l'occasion d'un concert organisé sur le Queen Mary. C'était un voyage de 8 jours. Il a été payé 30 000 $ pour 8 jours. Il avait déjà fait 2 voyages avec eux, un à Paris et un autre en Italie. C'était un ami mannequin qu'il avait présenté au gars d'Abercrombie. Même si aujourd'hui il fréquente principalement des hommes, à cette époque c'était surtout les femmes qui l'intéressaient. Mais comme il avait déjà fait de l'escortisme, il n'était pas effrayé à l'idée d'aller à ces soirées.
Lui aussi, évidemment, a dû passer par la case Jim. Et selon lui, passer par cet homme de 60 ans à l'allure assez repoussante, souvenez-vous, il lui manque un bout de nez, était comme un test pour voir si les recrues pourraient tenir le coup mentalement. Keith a réussi le test, et il a fait ce qu'il avait à faire sur cet homme repoussant. Mais rien de ce que Jim Jacobs aurait pu lui dire n'allait réellement le préparer à ce qui allait se passer. Et donc, lors de cette fameuse croisière, et même si c'était là le 3e événement auquel il participait, il était encore considéré comme un petit nouveau. Il était même l'un des mieux payés parmi les invités. En temps normal, il touchait 3 000 $ par soirée, mais il avait négocié 1 000 $ de plus. Les prix variaient en fonction de l'ethnie de la recrue, de sa beauté, etc. et ils pouvaient baisser jusqu'à 500 $ la nuit. Il se souvient que le couple logeait dans la suite la plus chère du bateau. Elle coûtait plus de 25 000 $. Elle était gigantesque, elle lui faisait penser au Titanic avec ses 2 escaliers majestueux. Selon lui, Jeffries et Smith avaient leurs habitudes, 2 massages par jour et bien évidemment les fameuses soirées avec les jeunes poulains. Il a expliqué que chaque soir, il était escorté jusqu'à la suite de Jeffries par l'un de ses hommes de maison. C'était un petit groupe soudé d'assistants toujours présents à ces événements et habillés de la tête aux pieds en Abercrombie. Il devait s'assurer que Keith était rasé de près et parfaitement habillé. C'était souvent de simples caleçons. Keith convient que ce n'était ni plus ni moins à ses yeux que de l'exploitation d'hommes hétéros. D'après lui, les homos n'intéressaient pas vraiment Jeffries. Mais ça pouvait prendre des tournures inattendues auxquelles il n'était pas préparé. Comme lors de son premier voyage à Paris, où Keith a dû avoir des relations avec un autre mannequin. Pourtant, on lui avait vendu le fameux « c'est que si vous voulez », hein. Sauf que dans la pratique, c'est bien plus compliqué que ça. Et c'est une fois sur place qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vraiment dire non à Jeffries, que tout était organisé de manière à dissuader les recrues de dire non. Et personne ne disait non, pour ne pas paraître comme la brebis galeuse du groupe. Sauf que Keith a dit non à Jeffries une fois, et c'était justement à bord du bateau Queen Mary 2. Ce soir-là, Jeffries a passé la soirée au casino, et il avait beaucoup bu. Il était même complètement saoul et s'était blessé au doigt. Son doigt saignait et il a essayé de l'enfoncer dans le derrière de Keith. Mais c'était hors de question pour le jeune homme. Jeffries a insisté, mais Keith est resté sur ses positions. Et là, il raconte que c'est toute l'énergie de la soirée qui a changé, comme si son refus avait gâché la fête. Jeffries était outré et il lui a dit le regard noir. « Tu sais, je ne te reverrai plus jamais. Tu ne vaux rien. Tu ne devrais même pas être là. Comment oses-tu » Il semblait outré que Keith ait pu penser une seule seconde qu'il était possible qu'il lui transmette des maladies. Il l'a insulté et on lui a ordonné de partir, alors Keith s'en est allé sous les hurlements de Jeffries qui le menaçait alors de détruire sa carrière de mannequin. Et avoir cette personne 4 fois plus âgée en face de vous, aussi puissante, Keith avait comme bu ses paroles, il se sentait littéralement comme un moins que rien. Mais le lendemain, à sa plus grande surprise, Jeffries, sobre, s'est excusé. Et selon Keith, c'est Smith qui l'y a obligé. Jeffries lui a dit « Keith, tu sais, je ne te manquerai plus de respect comme ça. Je pense que tu es quelqu'un de merveilleux. » Puis il lui a fait un câlin. À son retour à New York, Keith devait récupérer le reste de sa paye en espèces chez Jim, environ 24 000 $. Et cette somme était si énorme que Keith ne se sentait pas trop comme une victime. Il lui a fallu du temps pour analyser à quel point les choses n'étaient pas normales, à quel point il s'était senti en danger ce soir-là. Mais comme il avait vécu pire encore avec d'autres prédateurs du milieu de la mode, il avait normalisé les choses. Selon lui, la pierre angulaire de toute cette organisation, celui sans qui rien ne serait possible, c'est Jim. Il savait parfaitement quoi faire ou quoi dire pour manipuler les nouvelles recrues. Il y avait des non-dits, des mensonges, un climat de peur. Difficile de penser dans ces conditions que le consentement des participants était libre et éclairé, explique Keith. D'après Rihanna, il semblerait que les témoins qu'elle a interrogés ont reconnu qu'il y avait des signes avant-coureurs, des signaux d'alarme auxquels ils auraient pu prêter plus attention. Et c'était le but de cette organisation. Recruter de jeunes hommes naïfs pour ce qui s'avérait être au final une expérience dangereuse et traumatisante, dont les répercussions s'étalaient la plupart du temps sur des années. Rihanna avance encore plus dans son enquête et sort un nouvel épisode de son podcast. Et c'est en surfant au hasard sur internet qu'un Américain du nom de Luke est tombé sur son travail. Ça a immédiatement fait remonter en lui de vieux souvenirs. Des souvenirs de quand il était un jeune homme d'à peine 20 ans. Le genre de souvenirs qu'on aimerait oublier. Ceux dont on pense qu'en faisant abstraction, ils n'auront pas de conséquences sur nous. Grave erreur.
Désormais âgé de 33 ans et devenu depuis investisseur à son compte, il est stupéfait de découvrir l'enquête de Rihanna. Jamais il n'aurait imaginé un jour que l'affaire éclate au grand jour. Je pensais que Jeffries était un individu trop puissant, intouchable. Les gens comme lui s'en tirent généralement sans problème. Voici le témoignage de Luke. Nous sommes en 2011. Luke vient de finir le lycée et même s'il n'était pas très bon en classe, il a décroché une bourse d'études universitaires grâce à ses performances dans l'équipe de football américain du lycée. Mais ça l'ennuyait et bien qu'ayant grandi dans un foyer stable et rempli d'amour, il rêvait d'autre chose. Il était un peu perdu à cette époque. Donc à l'âge de 20 ans, il abandonne tout et déménage à Los Angeles pour poursuivre un nouveau rêve, le mannequinat. Ça semblait être une activité créative et relativement facile à ses yeux. Mais il se rend vite compte que c'était là tout le contraire. Ils sont des milliers à avoir le même rêve, la concurrence est féroce, et en plus, Luke culpabilise d'avoir abandonné ses études, d'avoir déçu ses parents, sans compter qu'en ne mesurant qu'1,88 m, il est un peu trop petit pour le marché US, il n'est pas assez sculpté, et tout ça, mis bout à bout, son estime de lui-même s'est dégradée. Il noie son chagrin dans les fêtes de LA, l'alcool et autres substances. Il est devenu addict en un temps record, et dans le fond, ça ne le dérange pas plus que ça, puisque ça lui permet de garder la ligne, d'avoir plus d'énergie et d'être plus sociable. Sans réseau, dans ce milieu, tu n'es rien. Pour essayer de se faire un nom, il se crée un profil sur Model Mayhem, un site de modèles débutants, et il reçoit rapidement des propositions. La suite, vous vous en doutez, c'est qu'un mail sort du lot, provenant d'un homme qui se présente comme étant le gérant du Family Office de Jeffries, le PDG d'Abercrombie. Et quand Luke lit ANF, il a tout de suite des étoiles plein les yeux. Jeffries est l'un des noms les plus en vogue dans le milieu de la mode à cette époque. Et puis, Luke se dit que tout ça, c'est legit, vous voyez. Celui qui a envoyé le mail explique qu'il est ancien mannequin d'ANF et qu'il a évolué en devenant casteur, assistant exécutif en gros, il était le découvreur de talent. Le mail dit en substance « Hey, nous vous offrons l'opportunité de potentiellement apparaître dans l'une de nos publicités. Mais d'abord, il est important de rencontrer Michael en personne. Et cela nécessite de prendre l'avion pour Madrid, en Espagne. » Selon le mail, il fallait qu'il s'attende à être torse nu, ouvert et tactile. Et Luke a justement travaillé en tant que vendeur ANF quand il était au lycée, mais un vendeur lambda, pas torse nu. Quoi qu'il en soit, il est ravi de cette folle opportunité, alors il accepte. On lui répond qu'avant toute chose, il doit passer une audition par Skype. Avec, devinez qui ? Et non, pas Jim. C'était un homme d'une trentaine d'années, aux cheveux blonds et sales. Luke affirme qu'il n'a jamais été question de relation, auquel cas il aurait directement refusé. Lors de l'entretien Skype, cet homme blond commence par lui poser des questions sur son expérience de mannequin. Et l'une d'elles lui paraît très étrange. Avait-il déjà posé dans le plus simple appareil par le passé ? Et serait-il à l'aise à l'idée de le faire ? Luke n'a jamais posé nu, mais il se dit « Bon ok, si c'est comme ça que ça doit se passer dans le milieu, alors ok. » Il n'y a pas réfléchi plus que ça. Bref, à la fin de l'entretien, comme Luke a avoué n'avoir jamais eu aucune vraie expérience dans le milieu, il était sûr d'avoir raté l'audition. Il se dit qu'il n'aura probablement plus jamais de nouvelles de ce boulot, mais il reçoit finalement une réponse peu de temps après, lui disant qu'il a été choisi et qu'il doit se préparer à partir en Espagne. Alors Luke prépare ses affaires et s'envole pour l'Europe. Quand il atterrit à Madrid, il est accueilli par l'homme avec qui il a parlé sur Skype, et ce dernier reste assez vague quant à la mission qui l'attend. Luke est entièrement rasé. Il doit signer un accord de confidentialité, et on ne lui donnera jamais sa copie du contrat. Ne pas avoir son propre exemplaire le rend caduque. Mais ça, Luke ne le savait pas à l'époque. À la suite de quoi, et à sa plus grande surprise, il a reçu 3500 $ en espèces. Il était censé rester 3 jours. Luke pense qu'il doit se rendre à une simple séance photo. La chambre d'hôtel où elle a lieu a été transformée en une sorte de réplique des magasins Abercrombie. Les photos, les tables, les plantes, le parfum, c'était comme un décor de cinéma inspiré d'un magasin Abercrombie. À la différence près que les lumières étaient tamisées et qu'il y avait des photos suggestives de jeunes hommes placardés au mur. Il y a été escorté par des sortes d'agents de sécurité habillés en IF de la tête aux pieds. Luke déclare « Je pensais que nous allions faire une séance photo, et tout de suite, c'est comme si nous entrions dans un personnage. Il y avait même de faux vendeurs qui faisaient semblant de plier des vêtements. » Sur place, il y avait 2 autres modèles, un bodybuilder qui devait avoir la quarantaine et un autre qui était gymnaste et âgé de la trentaine. Puis le gérant de la maison a dit « Très bien les gars, la première chose que je veux que vous fassiez, c'est enlever vos chemises. Vous serez les gars d'un magasin d'Abercrombie, les mannequins torse nu.
ok? Maintenant, j'ai 2 invités très importants que je vais vous amener dans le magasin et ce seront des clients que vous devrez impressionner et divertir parce qu'ils vont vous acheter beaucoup de vêtements. Vous vous en doutez, c'est à ce moment-là que Jeffries et Smith ont débarqué. Ils semblaient ivres et ont immédiatement commencé à toucher Luke. Il se souvient que Jeffries a dit « Oh mon Dieu, je pense que je suis peut-être gay. Je suis définitivement gay. » Il a ensuite essayé de l'embrasser, mais Luke a reculé. Trouvant les choses louches, il a essayé de se faire discret en se fondant dans le décor, et aussitôt Jeffries et Smith ont commencé à avoir des relations intimes avec les 2 autres mannequins. Là, Luke a paniqué. Il s'est dit « Ok, il faut que je sorte d'ici. » Des employés ont débarqué munis de plateaux avec divers joujoux dessus, et Luke a été encouragé à prendre du poppers, ce qu'il a refusé. Le voyant réticent, Jeffries lui a lancé « Quoi? Tu ne vas pas participer à ce plaisir ?» Luke s'est dit « Attends, c'est le genre de choses qu'il faut faire pour avoir un job dans ce milieu ?» Il était dégoûté, mais il ne voulait pas casser l'ambiance, et Jeffries était assez agressif dans son approche. C'est comme si on ne lui laissait pas le choix. Alors, la mort dans l'âme, Luke l'a laissé lui faire une fellation. Ensuite, Jeffries lui a fait signe de lui en faire une. Luke a essayé, mais c'était définitivement trop lui demander. Il n'a pas pu. Le choc a été tel que le simple fait d'avoir essayé l'a tellement traumatisé que Luke s'est effondré. Comme ça, d'un coup, au pied de Jeffries. Il était incapable de se relever. Il n'arrivait plus à respirer. Son état empirait chaque seconde au point où il a cru qu'il allait mourir. Il pensait qu'il allait rendre son dernier souffle, là, dans cette lugubre chambre d'hôtel. Et personne n'a daigné appeler les secours ou ne serait-ce qu'un médecin. Il aurait pu clamser ici que personne n'en aurait eu rien à faire, selon lui. Luke a finalement réussi à reprendre son souffle, puis ses esprits. Il a été autorisé à rejoindre sa chambre dans laquelle il est resté enfermé le reste du séjour. Et c'est avec un soulagement incommensurable qu'il est finalement retourné chez lui, aux États-Unis. La honte, le choc, il n'a parlé de tout ça à personne, et il se demande encore à ce jour ce qu'il se serait passé s'il n'avait pas survécu à son impressionnante crise. Nul doute pour lui qu'on aurait maquillé sa mort d'une manière ou d'une autre. Et quand il y réfléchit, il dit avoir du mal à croire dans la mesure où ce trafic brassait des centaines d'hommes qu'il n'y ait jamais eu aucun accident. Et aussi et surtout, lui aussi pense que ceux qui intéressaient vraiment le couple Smith-Jeffries, c'étaient les hétéros, et qui plus est, les adolescents. Combien, comme lui, se sont retrouvés piégés? Et son témoignage est la preuve que Jim n'était pas le seul recruteur dans ce trafic. Il y avait Jim et cet homme aux cheveux blonds. Mais en fin de compte, combien étaient-ils vraiment? Et l'enquête de Rihanna ne s'est pas arrêtée là. Elle a l'opportunité d'interroger un dernier protagoniste. C'est lui qui l'a contacté, à la suite du scandale. Il a tenu à apporter son témoignage, mais tout en restant anonyme. Il a été surnommé Chris, et il avait des choses à dire à propos des domestiques de Jeffries. Vous savez, ces hommes qui voyageaient avec le couple et qui étaient présents lors des événements. Ceux qui préparaient les recrues, qui leur tendaient du poppers et qui se baladaient avec des plateaux de jouets. Chris a tenu à partager son histoire, et elle permet d'en savoir plus quant au rôle joué par ses employés. Chris raconte que c'est un ami qui l'a présenté à Jim. C'était en 2012. Et selon lui, Jim avait été plutôt honnête et lui avait dit « Ce sera une fête, des choses peuvent arriver, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. » Chris avait déjà travaillé dans des fêtes privées en tant que barman. Et comme il avait un physique agréable, il avait même été modèle ou serveur pour des missions où il était en sous-vêtements. Donc bon, c'était du déjà vu pour lui, et quand il a découvert qu'il allait gagner en une soirée ce qu'il gagnait en un mois, il a de suite accepté. Pour lui, ce travail était une véritable aubaine. Il est arrivé par avion de New York, a été accueilli par un beau mec en uniforme Abercrombie qui lui a donné des vêtements de la marque à enfiler, puis il a été conduit au manoir de Jeffries dans les Hamptons. Mais lorsqu'il réalise la véritable nature de l'événement, il s'est de suite senti mal à l'aise. Lui qui pensait juste se balader en caleçon, plateau à la main, il s'est rendu compte qu'on attendait bien plus de lui. Il a donc tenté de se faire discret autant que possible, sauf qu'à un moment, Smith et Jeffries ont essayé d'avoir un rapport avec lui. Ils l'ont encerclé, ont commencé à tenter de le peloter, mais c'était peine perdue, puisque c'était hors de question pour Chris. Et comme il se débattait, l'un des domestiques lui a proposé du Viagra. Chris a refusé, et ce soir-là, il a réussi à protéger sa vertu. De retour chez lui, il reçoit par courrier une liasse de billets que lui avait envoyé Jim. Et 1 mois plus tard environ, Jim a repris contact avec lui proposant une nouvelle soirée. Et comme Chris s'en était sorti sans encombre la fois précédente, que rien de grave n'était arrivé, il s'est dit « Bon, ça fait quand même beaucoup d'argent,
Allez ok, serre les dents, tu t'en sortiras comme la première fois, et au pire, s'il faut passer à la casserole, tu y passeras. Ce sera juste un mauvais moment à endurer. La fête avait cette fois lieu dans la maison de Manhattan de Jeffries. C'était une maison aux allures de magasin Abercrombie, avec des statues et des photos d'hommes nus affichées au mur. Une fois sur place, on lui a proposé des cocktails, et cette fois, il a accepté ce qu'un employé de maison lui a présenté comme étant une injection de Viagra. Il ne sait toujours pas vraiment pourquoi il a accepté. L'atmosphère pesante, le stress, sans doute. Les effets sont arrivés très rapidement, sauf qu'il s'est senti tellement mal qu'il a cru s'évanouir. Personne ne l'a aidé. Il s'est dirigé en titubant vers une salle de bain. Il avait chaud, il chancelait, et tout le monde s'en fichait. Il était clair que personne n'allait appeler de médecin, et c'est grâce à une douche froide de 30 minutes qu'il a pu faire descendre sa température corporelle et reprendre un peu ses esprits. Une fois sorti de la douche, un employé de maison est venu lui demander s'il était prêt. Chris n'en revenait pas. Tout le monde avait vu dans quel état épouvantable il était. Mais, encore une fois, tout le monde s'en fichait. Chris a répondu « Ouais », et rétrospectivement, il dit à Rihanna que s'il pouvait revenir en arrière, il aurait, sans hésiter, appelé la police. Il est amené dans la pièce principale de la soirée, et même s'il était pâle comme un linge, trempé de sueur et manifestement malade, ça n'a pas empêché Jeffries et Smith de se jeter à deux sur lui. Mais Chris était toujours en état de choc, crispé de la tête aux pieds, immobile, et comme le couple n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait faire à cause de la raideur de son corps, ils l'ont laissé tranquille. Et après cette soirée, Chris n'a plus été contacté par les gars d'Abercrombie pour son plus grand plaisir. Et ce qu'il a vécu était selon lui inhumain, et son témoignage a apporté la preuve que certains domestiques avaient pour mission de, disons, rendre les choses plus faciles et naturelles. Il n'était pas là pour faire le ménage ou à manger, non. Et d'ailleurs, Kiss lui aussi avait accepté une injection. Souvenez-vous, c'était l'un des modèles invités sur le Queen Mary 2. Et on lui avait présenté cette injection comme quelque chose de cool. Et manque de bol pour lui, le domestique avait dû toucher un tendon ou autre, car c'était si douloureux qu'il a fallu plusieurs jours à Kiss pour que la douleur ne disparaisse. Et donc tout ça donne une idée d'à quel point ce trafic était parfaitement pensé. C'était une organisation d'une précision incroyable, impliquant des centaines de personnes, recrues, chasseurs de tête, domestiques. Smith et Jeffries ont organisé tout ça de la même manière qu'ils organisaient finalement leur vie et leur travail. C'était une organisation quasi militaire où tout devait rouler et où rien n'était laissé au hasard. Et pour enrôler leurs recrues, Jeffries et Smith, avec l'aide de Jim et des autres, adaptaient leur stratégie. Aux uns, les plus téméraires, ils annonçaient la couleur, et aux autres, les plus naïfs qui auraient directement refusé de participer aux soirées, eh bien, les informations étaient distillées au compte-gouttes. Les recrues se retrouvaient piégées avec des accords de confidentialité, et dans certains cas, ils étaient payés à l'avance et non après. C'était là une manière de se protéger en cas de pépin. C'était en gros, on les a payés pour leur service charnel en amont, qui plus est en espèces, donc ils savaient. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a marché. Si Rihanna n'avait pas remarqué ces quelques témoignages sur les réseaux sociaux qui étaient passés inaperçus pour les autres, et si elle n'avait pas insisté auprès de Barrett, l'accompagnant longuement en le rassurant et le mettant assez en confiance pour raconter son histoire, personne encore à ce jour n'aurait rien su de toute cette affaire. Et jamais le FBI n'aurait ouvert d'enquête. Et c'est pendant une dizaine d'années, de 2005 à 2015, que le couple Jeffries-Smith a pu agir en toute impunité. Mais avec les révélations de Rihanna, la donne a changé. Plusieurs victimes se sont réunies pour tenter des actions, comme je vous le disais, au pénal et au civil, en sachant que le procès civil ne peut donner lieu qu'à des sanctions économiques, des indemnisations. Concernant les peines de prison éventuelles, c'est au pénal que ça se passe. Jeffries, Smith, Jim seront donc sur le banc des accusés. Mais pas que, la société ANF a elle aussi été attaquée en justice. Le FBI est encore en train d'étudier l'éventuelle implication de la société. Parce qu'en effet, c'est grâce à l'argent de la société que tout ça a été possible. Grâce à toutes ces notes de frais payées, grâce à ce jet privé fourni à Jeffries, etc. Et selon l'avocat des victimes, la société a une part de responsabilité, puisqu'elle a ignoré des années durant plusieurs signaux d'alarme. Et leur incapacité à correctement contrôler les comptes de la société et les dépenses de Jeffries a joué un rôle majeur dans l'organisation du trafic. Ils ont littéralement laissé en roue libre leur employé, fermant allègrement les yeux tant ils rapportaient de l'argent aux actionnaires. Ces 4 accusés devront désormais répondre de leurs actes devant un tribunal. Brad Edwards, l'avocat des victimes, a déposé auprès du tribunal un rapport de 128 pages. Il y aurait selon lui une centaine de jeunes hommes qui ont été abusés. Tous ne l'ont pas été. Certains, à l'instar de Diego, étaient consentants,
mais il estime qu'une centaine de recrues l'ont été. Abercrombie & Fitch est donc accusé d'avoir financé une opération de trafic sexuel dirigée par Mike Jeffries. Maître Edwards a en outre affirmé que les employés de AF étaient au courant du comportement abusif de Jeffries. Une vidéo de lui en train de sniffer de la coke sur la partie intime d'un homme avait même fait le tour de la boîte, et la direction avait mis tous les moyens en œuvre pour empêcher une plus large diffusion de ces images. Sans compter que certains employés auraient pour mission de renflouer le stock de joujoux sexuels de Chris. Alors, pour une société qui commercialise des vêtements, impossible que ça n'ait pas mis la puce à l'oreille d'au moins une personne à la direction. Parfois, fermez les yeux fait de vous un complice. Jeffries, Smith et Jim sont accusés d'inconduite sexuelle, d'attouchement forcé, de violences physiques et psychologiques, ainsi que de viol. Mais encore faut-il prouver tout cela, au-delà de tout doute raisonnable, comme vous le savez sûrement. Par ailleurs, sachez que c'est grâce à une nouvelle loi, l'Adult Survivors Act, que les poursuites ont été possibles. Elle dispose qu'en cas d'abus sexuel, le délai initial de prescription peut être allongé. C'est probablement l'expérience la plus sombre que j'ai jamais vécue. C'est comme si nous étions si beaux, pas assez beaux pour figurer dans un catalogue, mais assez beaux pour être utilisés, a déclaré l'une des victimes. S'exprimant lors d'une conférence de presse organisée par le ministère américain de la Justice, le procureur américain du district Est de New York, Breon Peace, a envoyé un message fort, je cite. Depuis trop longtemps, des individus puissants abusent de jeunes pour leur propre plaisir. Des jeunes avec peu de ressources leur faisant miroiter une carrière de rêve, que ce soit dans la mode ou le divertissement. Cette affaire servira d'avertissement à quiconque pense pouvoir exploiter et contraindre les autres en utilisant le système de la promotion canapé. Préparez-vous à échanger ce canapé contre un lit en prison. Mike Jeffries et Jim Jacobson ont été arrêtés, mais en versant des cautions de plusieurs dizaines de millions de dollars, ils ont été libérés dans l'attente de leur procès. $1,5 million pour Jim et 10 millions pour Jeffries. D'après Rihanna, Jim, à sa sortie, avait l'air vraiment inquiet. Il n'a plus ce patch nasal en peau de serpent. Il a comme une prothèse très subtile qui ressemble à de la peau désormais. Quant à Smith, pas de chance. Il reste en prison car les autorités ont trop peur qu'il prenne la poudre d'escampette et retourne au Royaume-Uni, puisqu'il est britannique. Le 25 octobre 2024 a eu lieu l'audience préliminaire. Rihanna s'y est rendue et lorsqu'elle a croisé Jeffries, tout à fait par hasard en entrant dans la cantine du tribunal, elle a eu droit à son regard le plus noir. Un regard de dégoût teinté d'arrogance. Jeffries peut néanmoins compter sur le soutien de sa femme Suzanne, de son fils Andrew et de sa belle-fille Annabelle qui étaient présents à ses côtés à l'audience. Début décembre, Smith est finalement libéré sous caution. 10 millions lui aussi. Il est assigné à résidence avec surveillance par GPS. L'acte d'accusation, qui comporte 16 chefs d'accusation, affirme que Jeffries et Smith géraient une entreprise internationale de trafic sexuel et de prostitution et payaient des douzaines d'hommes pour voyager dans le but de se livrer à des actes sexuels commerciaux. L'acte d'accusation mentionne 15 victimes, mais les procureurs affirment que l'affaire concerne des dizaines et des dizaines d'hommes. Les deux amants ont plaidé non coupables. S'ils sont reconnus coupables, ils risquent une peine d'emprisonnement allant de 15 ans à la perpétuité. Le FBI demande à toute personne pensant être victime ou disposant d'informations de les contacter. Et concernant le procès civil, il est en cours. Il y a 3 possibilités. Soit il est rejeté, soit il est réglé à l'amiable, soit il a lieu. Et voici, pour le moment, où en est cette affaire sordide de trafic sexuel qui a entaché la marque Abercrombie & Fitch. On vous tiendra au courant des nouveautés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'ai hâte de vous lire. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous.